Hola les gens de YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te parler d'un projet que j'ai lancé il y a pas longtemps et auquel je souhaiterais avec grand plaisir que tu participes. En fait, je souhaite écrire un livre autour du ressenti qu'on a quand on regarde le ciel et les étoiles. Et pour ça, en fait, j'écris un petit formulaire dans lequel tu peux me raconter ton ressenti, ce que tu ressens quand tu regardes le ciel. Ça peut prendre la forme que tu veux, ça peut être un dessin, un schéma, ça peut être une petite histoire, une anecdote, un poème, enfin ce que tu veux. Je te mets le petit formulaire en description de la vidéo. Il n'y a pas de délai, donc tu peux répondre quand tu le souhaites, tu peux prendre le temps que tu veux pour répondre à ce formulaire. Ça me ferait super plaisir. La vidéo peut dès à présent commencer. Pour la plupart, quand on débute une pratique artistique, on a tous l'idée que tout a déjà été fait en art. Et en soi, c'est sûr que si on dessine un portrait cubiste un peu à la Picasso avec plein de couleurs, ou que si on dessine une barque rouge en bord de mer avec de la peinture à l'huile, c'est sûr que c'est pas tout à fait faux. Oui, sauf que c'est un passage obligé par lequel on passe à partir du moment où on débute une pratique artistique quelle qu'elle soit. On va se calquer sur ce qui a déjà été fait pour pouvoir apprendre par nous-mêmes cette pratique. Je dis pas qu'on va absolument copier ce qui a déjà été fait parce que c'est pas du tout l'idée. Ça, c'est une pratique en soi à part entière, la pratique du copiste. Mais le fait, c'est que quand on démarre une pratique, on n'a pas les compétences forcément nécessaires pour imaginer des choses par nous-mêmes et créer des choses par nous-mêmes tout seul. Et le fait d'avoir un support ou des supports pour s'aider, ça peut être drôlement pratique. Je dis pas qu'on reproduit absolument tout ce qu'on voit, mais en tout cas le fait de reproduire ou d'apprendre à reproduire simplement des éléments dans une œuvre qui nous plaît, ça peut toujours nous servir. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose pas seulement quand on débute une pratique, mais que tout le monde nous pose autour de nous en nous disant mais en fait en art tout a déjà été fait. Et en fait moi je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout a déjà réellement été fait? À défaut d'avoir une réponse tranchée à cette question, je vous propose d'en débattre un petit peu dans cette vidéo. C'est parti! Comme j'en ai parlé dans mon introduction, à partir du moment où on apprend un savoir-faire, on apprend aussi que certaines choses ont déjà été faites. Et donc il est possible de pouvoir les refaire. Si ça a déjà été fait, c'est que c'est possible. Donc forcément, on va pouvoir s'en resservir pour pouvoir travailler, pour pouvoir apprendre de nouvelles compétences, un nouveau savoir-faire qu'on ne connaît pas encore. Et en ce sens, oui, c'est vrai, beaucoup de choses ont déjà été faites. Si on se penche un peu de plus près dans l'histoire de l'art, on a eu une sortie de l'art académique, des avant-gardes, et de nombreux mouvements artistiques ont été créés, ont été inventés, et pour la plupart nous inspirent toujours à l'heure d'aujourd'hui. Sauf que cette sortie de l'académisme, elle s'est faite, elle a commencé vers le 19e siècle, et elle a été progressive. Dans les premiers décalages avec cette sortie de l'académisme et des sujets dits classiques, je pense par exemple au peintre Courbet. Le mouvement qui est associé à lui, c'est le mouvement du réalisme en peinture. Les sujets qu'il traitait s'écartaient beaucoup des sujets déjà de l'époque. Il traitait beaucoup de la campagne, des modes de vie paysans et également de lui-même. Il faisait énormément d'autoportraits, ce qui était... Je dis pas que c'était pas bien vu à l'époque, mais en tout cas c'est quelque chose qui était absolument pas commun et qui a eu du mal à être accepté par ses contemporains. Quand je parle d'autoportrait, je pense bien évidemment à celui-ci, je pense que vous voyez duquel je veux parler, qui est très marquant, enfin j'imagine qu'il n'a pas marqué que moi, mais effectivement quand on pense à Courbet, en général c'est l'une des premières peintures à laquelle on pense de lui. Je pense également au peintre Delacroix, on pense tous évidemment quand on parle de Delacroix à la liberté guidant le peuple. Et effectivement, je trouve que c'est une peinture aussi assez emblématique de ce décalage déjà créé avec l'académisme. Dans le sens où on montre des choses qui sont beaucoup moins nobles que les sujets traités par les académies et par les beaux-arts à l'époque. Ici, Delacroix traite de sujets très actuels et très politiques, qui n'étaient pas forcément montrés. Il traite d'une certaine forme de misère du peuple et il ne lésine pas sur des éléments qui sont d'habitude censurés. J'allais dire la nudité, mais oui, effectivement, les corps à demi dénudés, le sang, les blessures, des choses qu'on montrait pas du tout. Par la suite, on est passé par de nombreux mouvements. Je pourrais pas les citer tous tellement il y en a eu, mais en tout cas, il y en a eu énormément autour du 19e et du 20e siècle. Et tous ces mouvements ont traité de questions fondamentales en art. Pour citer Le Beau, la question du politiquement correct, de la censure, de la représentation du réel, comme du réel lui-même, et d'encore plein d'autres sujets.
pour finalement arriver aux formes d'art actuelles de l'art contemporain tel qu'on connaît. Aujourd'hui, on a pu remettre en question le réel et sa représentation, les matériaux qui sont utilisés, les supports, les pigments, les médiums, le prix de l'art, les sujets dont on traite qui sont divers, les méthodes de travail, mais également avec qui on travaille, et c'est jusqu'à la manière dont on montre les œuvres et jusqu'à même l'espace d'exposition dans lequel les œuvres sont. Certes, ces nombreux questionnements ont mené à des formes d'art qu'on connaît aujourd'hui et dont on parle beaucoup dans les médias. Je pense à l'Arc de Triomphe qui a été emballé ou à la banane scotchée avec du gaffeur sur le mur. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, en tout cas ça c'est une autre histoire. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que tout a déjà été fait? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression-là? La première raison, je viens de l'énoncer juste avant. Dans ce que nous montre l'histoire de l'art, on a vécu une avancée, c'est pas forcément une avancée, en tout cas une évolution énorme d'un point de vue artistique. Si on se penche d'un peu plus près sur l'histoire de l'art, on se rend compte qu'on a vécu une évolution énorme, autant sur l'art lui-même que tout autour des pensées de l'art également. La deuxième raison, elle est très actuelle et très liée aux réseaux sociaux, c'est la diversité des images dans lesquelles on baigne. Je n'ai pas le nombre exact, en tout cas, on voit sur nos téléphones et tout autour de nous par le biais des publicités, par le biais des designs d'objets, de tout ce qu'on a chez nous, par la télévision, par Instagram, bref, par tout notre environnement, on est bassiné par les images, on en voit tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Et pas seulement par les images d'ailleurs, également par les informations. Dans un TEDx de 2016, Caroline Sauvageol-Rialan parle même d'infobésité. Pour le coup, je trouve que ce mot est assez parlant, assez marquant quand on parle de ce phénomène. On en voit tellement au cours de notre journée qu'on n'arrive même plus à filtrer les images qu'on voit, et c'est ce qui nous donne aussi l'impression que tout a déjà été fait sur tous les plans, à tous les niveaux, par tous les points de vue. On n'arrive plus réellement à inventer des formes. Je pense à une phrase qui m'a été dite pendant mon premier jour de prépa, pendant la réunion de rentrée. Le directeur de l'école nous avait dit: ici, on croit pas aux muses. Le temps des muses, c'est terminé. Les idées ne nous viennent jamais de nulle part, mais on est forcément inspiré par quelque chose de déjà existant. Et je pense que cette idée, elle est nourrie en partie par notre société d'aujourd'hui, dans le sens où effectivement, on a des tas d'images autour de nous, et les idées qu'on a, on va jamais les sortir absolument de nulle part. Je ne dis pas en soi que les muses n'existent pas. Je dis simplement que c'est ce qui m'a été dit le jour de ma rentrée, et qu'effectivement, ça m'avait beaucoup parlé cette idée. Il y a également quelque chose, au début je pensais vraiment que c'était typique aux écoles d'art et je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas et qu'on retrouvait ça absolument partout. C'est que quand on crée quelque chose qui pour nous est totalement nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait, on a toujours quelqu'un à côté pour venir voir ce qu'on fait et nous dire: ah mais au fait, je sais pas si tu connais un tel, il a déjà fait ça, il a déjà traité de ce sujet, tu devrais aller voir. Effectivement, ça donne pas tellement l'impression qu'on a des idées nouvelles et ça peut que donner l'impression que de toute façon absolument tout a été fait et que quoi qu'on fasse on n'inventera rien. J'adore cette métaphore, mais je sais pas si vous voyez qui c'est Lily Prune dans Claude Ponty. En fait, Lily Prune, c'est un personnage inventé par Claude Ponty. C'est une inventrice en fait qui découvre des choses tout autour d'elle et qui a notamment découvert ce qu'était le caca. Et en fait, tout le monde autour d'elle lui dit: mais tu n'as rien inventé du tout. Tout le monde sait ce que c'est, le caca. Sauf que Lily Prune, elle savait pas. Et du coup, pour elle, elle a inventé le caca. Alors, oui, sauf que même si tous les artistes de la Terre entière souhaitaient traiter d'un même sujet, il n'y en a pas un seul qui traiterait le sujet de la même manière qu'un autre. Déjà parce que si quelqu'un fait exactement la même chose qu'un autre sans lui avoir demandé son autorisation, ça s'appelle du plagiat. Et parce qu'ensuite, il y aura toujours cette petite nuance qui va faire que non, l'interprétation sera différente. Que le sujet traité ne sera pas traité avec les mêmes matériaux, de la même façon, présenté de la même manière, dans un même contexte, dans un même espace d'exposition, avec les mêmes spectateurs, dans un même lieu, Bref, autant de facteurs qui vont faire que non, l'œuvre ne sera pas exactement la même et traitée de la même manière qu'un autre artiste. Est-ce que dans ce cas, du coup, on peut dire que tout a déjà été fait? Ma réponse est claire, c'est non. Beaucoup de choses ont été faites, ça c'est incontestable. Mais il y a une phrase que j'adore dire et qui est très vraie, c'est que dans l'univers, on a découvert énormément de choses, mais est-ce que pour autant on est certain d'avoir tout découvert? Non, c'est pas le cas. Il y a des tas d'étoiles qui sont trop loin pour qu'on les voie, de planètes qu'on ne peut pas voir parce qu'elles sont trop loin également. On a un champ de vision qui est très limité et un champ d'imagination qui va faire que, oui, tout est possible encore. Donc, aussi loin qu'on traitera les choses, aussi loin qu'on ira dans nos réflexions,
On n'aura jamais tout traité. D'ailleurs, certaines théories scientifiques veulent qu'on n'est même pas sûr que notre univers n'ait que 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace et une dimension pour le temps. Si ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Si ça se trouve, il y a même plusieurs univers. On sait pas. Je m'égare dans mes réflexions sur l'univers. Je m'égare. Donc oui, certes, actuellement, on pense que tout a déjà été fait quand on y regarde d'assez loin, mais à partir du moment où on se penche d'un peu plus près sur la question, on se rend compte que c'est pas le cas. Mais qu'au-delà de ça, quand on regarde tout ce qui a été fait et qu'on en prend quelques-uns dans le détail et qu'on les regarde, qu'on prend le temps de les regarder et de vraiment se poser la question sur ce qu'a voulu faire l'artiste, sur ses choix, sur la façon dont il a travaillé, sur pourquoi c'est exposé à tel endroit et pas un autre, sur les mêmes choix d'accrochage de cet artiste et sur les œuvres qui vont être exposées à côté, on se rend compte que tous ces facteurs-là font que pas une seule œuvre n'est pareille qu'une autre. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu dans ces questions-là que les possibilités, elles sont infinies. Alors oui, certes, on peut faire des choses qui se rapprochent d'autres choses que d'autres artistes ont fait, probablement sur un même sujet, avec les mêmes médiums, on sait pas. Mais ce sera jamais la même chose. Et il y a aussi une raison à ça, c'est qu'on est tous différents. Aucune personne n'a le même vécu qu'une autre, n'a la même enfance, la même histoire, la même famille, le même contexte social, ne s'habille pareil, n'a fait les mêmes études qu'une autre, ne vit dans la même maison. Même deux frères jumeaux siamois, ils vivraient pas la même chose, parce qu'ils ne ressentent pas la même chose non plus. En fait, tout ce qui fait qu'on est qui on est, fait qu'on est unique. Et cette unicité, elle transparaît dans ce qu'on fait, forcément. Et quelque part, je me dis que la question, finalement, elle est pas si bonne que ça, dans le sens où c'est pas que tout a déjà été fait, c'est qu'on regarde les choses trop vite, de sorte à ce qu'on ait l'impression que tout a déjà été fait, et que tout se ressemble, ou presque. Je pense qu'en fait, la vraie question, ce serait qu'il faudrait qu'on prenne le temps de s'arrêter, de se poser, et de se concentrer sur une seule chose à la fois, pour mieux comprendre cette chose, mieux comprendre son contexte. Et de ce fait-là, en se concentrant sur une seule chose à la fois, et en la regardant en entier, en prenant le temps de la regarder pour de vrai, là, on se rendra compte que cette chose-là, elle est unique. Que ce soit une œuvre d'art ou autre chose d'ailleurs. Si tu as également des éléments de réponse à cette question, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. C'est une question qui est relativement ouverte et qui amène à plein de réponses, donc en vrai je serais ravie de te lire. Je serais ravie que tu puisses enrichir cette première réponse à cette question. N'hésite pas à faire également un petit tour sur le petit formulaire dont je t'ai fait part en début de vidéo. C'est un projet qui est vraiment très important pour moi. J'en serais vraiment ravie. Surtout si t'es un abonné en plus. Parce que je sais qu'il y en a certains, vous n'êtes pas abonnés, mais il y en a aussi certains, vous êtes abonnés. D'ailleurs, si t'es pas abonné, faut que tu t'abonnes, c'est important. Et si t'es déjà abonné, c'est encore plus important pour moi que tu participes à ce projet. Je te rappelle également que j'ai ouvert une page Tipeee pour que tu puisses me soutenir si tu le souhaites, dans la mesure où j'aime pas les pubs et du coup, je veux pas être monétisée par YouTube. Voilà. Et que pour l'instant, j'ai pas percé, du coup je ne fais pas de partenariat. Un jour j'en ferai peut-être, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc je ne peux compter que sur toi pour me soutenir. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Canner Plastique. Je me suis tapé le pied, ça fait mal. Si tu souhaites en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi. J'ai fait mon cœur trop vite. Du coup voilà, je le laisse. Merci toi ma belle d'avoir participé. T'es contente hein? Oh bah oui t'es contente.